Et c'est vous qui commencez, chère Arlette, pour le budget de notre Premier ministre, qu'il va devoir sortir du bois. Ça va pas être facile. Oui, d'une manière générale, il faut qu'il sorte du bois. Ça rejoint un peu les conversations qu'on avait à l'instant. Oui. Alors, on dit du Premier ministre, Sébastien Lecornu, il est silencieux, discret, secret. J'ai lu tous les papiers. Silencieux, discret, secret, modeste, prudent, à l'écoute. C'est ce que vous avez entendu, écrit, dit par les uns et les autres, les observateurs, les qualités attribuées au Premier ministre. Moi, je résume ça simplement, c'est habile et avec un grand sens politique, une intelligence politique, ce que tout le monde lui reconnaît. Alors, j'ai regardé un peu ce qu'il a fait ou pas fait depuis effectivement qu'il a été nommé, c'est-à-dire le lendemain du refus de confiance accordé à François Bayrou. Alors, ce qu'il n'a pas fait, on vient de l'évoquer, c'est parler. Il parle pas, et surtout, il s'est pas précipité à la télévision. Et même Jérôme Jaffray, à l'instant, vient de dire que finalement, c'était pas plus mal, au fond, qu'il se soit pas précipité dans les médias. Il a accordé une seule interview, presse quotidienne régionale. Ça, c'est toujours malin, quand on est politique, de s'adresser à ceux qui, dans la France entière, effectivement, vont ouvrir leur journal, ils ont temps de le lire. Ensuite, habileté, ça a été de déminer en annonçant la suppression de 2 jours fériés. Ça tombe bien parce que personne n'en voulait. Même les LR disaient qu'ils n'étaient pas d'accord. Je parle pas de la gauche et du refus aussi du Rassemblement national. D'ailleurs, François Bayrou avait prévu de reculer sur ce point. Enfin bon, c'était une annonce qui était importante. La première sortie, habileté aussi. Où va-t-il ? En région, à Mâcon, parler de la santé des Français. C'est très important. Il est allé à Mâcon, il a écouté, on voit un peu cette rencontre avec des médecins ou des soignants du centre départemental de santé pour évoquer donc surtout le sujet des déserts médicaux et promettre un réseau de maisons France santé de façon à ce que tous les Français aient une offre de soins à moins de 30 minutes de chez eux. Ça, c'est bien, c'est ce que veulent les Français. Parce que je crois qu'il a bien regardé quand même les enquêtes d'opinion, Sébastien Lecornu. Par exemple, il avait bien compris que parmi les demandes des Français, il y avait la réduction des privilèges des politiques. Alors, décision, bien entendu. On retire quelques privilèges aux anciens premiers ministres, c'est-à-dire plus de voitures, pas de chauffeurs, jusqu'à l'âge 10 ans après leur départ, et jusqu'à 67 ans, il y en a 4 qui sont concernés. Mais en gros, ça fait plaisir. C'est pas grand-chose sur le plan des économies, dirait Dominique Seux, mais bon. Mais symboliquement, ça dit quelque chose qui doit plaire aux Français. C'est politiquement malin. Et alors aujourd'hui, et Dominique va nous en parler en détail tout à l'heure, alors là aussi c'est une promesse faite par beaucoup de gouvernements, promesse faite par beaucoup de responsables politiques aujourd'hui. On fait le ménage dans les agences, les missions interministérielles, tout ça coûte cher, on fait la chasse aux doublons. Il va le faire ? En tout cas, il y a une série, effectivement, d'annonces aujourd'hui. Vous voyez, tiens, 90% des Français pour une réduction du train de vie de l'État. C'est faramineux. Voilà, ça va à la fois sur les privilégiés et puis sur les agences. Il va même toucher à la délégation interministérielle chargée du service national universel. C'est ce qu'Emmanuel Macron avait voulu en 2018. Bon, il va y avoir un service national volontaire. Allez, on coupe dedans et c'est fini. Alors, beaucoup de signaux envoyés par le Premier ministre, habile encore une fois, intelligent, qui écoute beaucoup, qui a reçu les partenaires sociaux, qui va les recevoir à nouveau la semaine prochaine, qui a vu les responsables politiques, mais pour l'instant, on va le dire, il a écouté, mais rien dit. C'est ce qu'ont dit notamment les socialistes et les responsables du Rassemblement national à leur sortie de Matignon. Aujourd'hui, on en reste là. On a posé ce qu'on avait à poser. Il sait ce que nous avons, comme revendication. Et c'est à lui de prendre la responsabilité de savoir s'il veut la stabilité. Pour l'instant, ses intentions restent des intentions. Et moi, je suis trop expérimentée pour m'en contenter. Donc je vais attendre de juger sur pièce.
Voilà, alors il n'a pas fait de gaffe, on se souvient de François Bayrou par exemple, allant à Pau tout de suite après sa nomination, voilà, c'était pas une très très bonne idée, en prenant un avion évidemment, donc ça c'est nul. Il n'a pas fait de déclarations qui ont effectivement choqué les uns ou les autres, non il se tait, donc c'est plutôt malin, parce que avoir l'air de donner satisfaction à l'un, c'est fâcher les autres et réciproquement, donc il vaut mieux effectivement se taire, donc... Simplement, aujourd'hui, on se dit, il va falloir qu'il sorte effectivement de son trou, qu'il sorte de la tranchée et qu'il prenne des décisions. Évidemment, on regardait tout à l'heure cette enquête d'opinion, le Figaro, qui montre que les Français disent, il n'y a pas de gaffe, quoi. En gros, c'est ça, il prend 7 points en une semaine. Bon, il y a une indulgence. Mais pour le reste, s'il ne sort pas très vite, effectivement, de la tranchée, là, ça sera extrêmement difficile pour lui. Alors, je sais que, selon la célèbre formule, on ne sort de l'ambiguïté, bien sûr. Casser les fends. Absolument. Comme dirait le cardinal de Retz, voilà. Mais il va falloir qu'il le fasse vraiment. Mais peut-être que Dominique va nous rassurer sur ce point. Il va parler et il va décider, il sera temps. Alors, Dominique, que pensez-vous de ce que vient de nous dire Arlette ? Moi, je crois que c'est très fondé. Et c'est pour ça que je défendais d'ailleurs tout à l'heure le fait qu'il se précipite pas vers nous pour nous dire des choses, en tout cas, ça me semblait si ce n'est de bonne loi. Tu as entièrement raison, il va falloir qu'il sorte du bois. Alors, il a été nommé, il a pris ses fonctions le 10 février. Nous sommes le 10 septembre. Nous sommes le 19. Oui. Il y a eu une grande journée de manifestation. Il était assez logique qu'il attende les résultats de la journée de manifestation pour commencer à revoir. Ça n'a pas encore été annoncé, mais je prends le pari qu'il va commencer à recevoir à nouveau les responsables politiques et les syndicats au début de la semaine prochaine. Et il va sortir du bois. Alors, est-ce qu'il va le faire en avançant quelques grands principes, je suis prêt à bouger sur tel sujet, il va attendre en face qu'il y ait quand même des contre-propositions. Est-ce que, par exemple, le Parti Socialiste va rester sur son communiqué d'avant-hier, avec un truc assez raide, où le Parti Socialiste va avancer vers un compromis. Donc tout ça, ça va ça va s'approcher, et donc je pense que la semaine prochaine va être absolument passionnante. Je dirais d'ailleurs la semaine prochaine et le début de la semaine suivante, puisqu'on va arriver assez vite à l'ouverture de la session parlementaire. Il sera bien obligé de parler. Avec une grande question, y aura-t-il une déclaration de politique générale de octobre ? Est-ce qu'elle sera un petit peu plus tard ? Est-ce que les négociations très concrètes auront lieu avant ou y compris au cours de la discussion budgétaire ? Et si le Premier ministre promet aux partis politiques, écoutez, on en rediscutera, c'est une manière pour lui d'enjamber une motion de censure éventuelle. Je pense que pour l'instant, il a eu raison de se taire pendant 7 jours, mais effectivement c'est la semaine prochaine. Il peut savoir, avant de commencer, s'il y aura une censure, c'est-à-dire une déclaration de politique générale. Et il n'ira pas plus loin. Alors, je vous redonne la parole. Comme vous étiez passionnant, ce sur quoi on vient de vous interroger... ça va s'enchaîner. Voilà. Alors, quand on parle de grand ménage administratif, vous nous dites que vous avez une petite idée de la vraie liste. Et je vous demande d'être un petit peu plus... rapide que vous ne l'aviez prévu. Eh bien, alors, Arlette a demandé à Sébastien Lecornu d'être plus précis, et aujourd'hui, on a eu déjà une première annonce très concrète de quelque chose de symbolique qui prend la suite de la suppression des avantages pour les premiers ministres. C'est la liste de 5 ou 6 organismes qui sont supprimés dès aujourd'hui. Et donc, de facto, voilà, ils ont été supprimés. Aujourd'hui, il y a eu d'abord un tweet de Sébastien Lecornu qui a annoncé une mission État efficace. Voilà, donc c'est un peu les mignardises. Au début, on commence à avoir un peu les apéricubes. Voilà, ce genre de choses. Il a nommé 2 fonctionnaires, un de droite, un de gauche, Pierre-Mathieu Duhamel, Denis Morin, qui sont connus dans les sphères de l'autre fonction publique, et 5 suppressions aujourd'hui. Le Varenne de l'eau, haut commissaire, délégation interministérielle à l'eau, une suppression sur les restructurations d'entreprises. On va voir la liste des délégations qui sont supprimées. Une autre sur les grands événements sportifs et une délégation interministérielle sur les JO de 2024, sachant que le service national universel, Arlette en a parlé. En fait, j'ai la liste. Oui. J'ai la liste des organismes qui sont susceptibles d'être supprimés, sachant que le Premier ministre nous a dit le principe maintenant, c'est la suppression, l'exception, ce sera le maintien. Alors, vous nous donnez la liste et après je dois 63. Absolument donner la parole à Isabelle. Je suis désolé. Il y en a 63.
organismes. Je vais évidemment pas les donner. S'il vous plaît, oui. Je vais vous donner ceux qui ont des bonnes chances de ne pas disparaître. On va voir la première liste. Je pense notamment à la sécurité routière. Oui. Je pense à l'aide aux victimes. Je pense à l'énergie atomique. Et puis on va donner le coordinateur du renseignement. Il est très peu probable qu'il disparaisse. Mais il y en a d'autres qui, à mon avis, doivent faire leurs preuves assez vite dans les jours qui viennent. Et le tableau arrive derrière. Et ce sera le dernier. C'est de voir la dernière liste qui concerne notamment un haut commissaire chargé de la réforme de l'État. Oui. On aimerait bien savoir ce qu'il fait jusqu'à maintenant. On se pose la question. Un autre qui est chargé de l'élaboration des normes. On se demande vraiment pourquoi il existe. Et donc, je tiens à la disposition de nos téléspectateurs la liste complète des organismes qui peuvent être disparaître. Comment voulez-vous que je résiste alors que je donne très peu de temps à Isabelle qui voulait nous parler de la reconnaissance de l'État de Palestine. Et vous êtes alors là terriblement dubitative. Hein. Écoutez, à priori, ça part d'un bon sentiment. C'est en plus une grande victoire diplomatique de la France. Et c'est vrai que Macron, qui partait tout seul au début, a été suivi par une quinzaine de pays. C'est aussi une bonne nouvelle parce que la déclaration de New York il y a 10 jours, qui s'est fait à partir de cette initiative franco-saoudienne, a condamné le Hamas, donc on peut s'en féliciter, et a déclaré que le Hamas ne devait pas assurer à l'avenir la gouvernance de Gaza, mais qu'est-ce que ça va changer ? Eh bien, j'ai bien peur que ça ne change pas grand-chose. Pourquoi ? Et que cet événement soit avant tout à portée symbolique. Parce que les deux parties principales de cette grande histoire, les États-Unis et Israël, sont vent debout contre cette initiative. Il n'y aura pas plus d'État palestinien le 23 septembre que le 22. Pourquoi ? Parce que pour qu'il y ait un État palestinien, il faut que l'Assemblée générale le vote, mais elle doit le voter à partir d'une recommandation du Conseil de sécurité. Et il y aura le veto américain. Donc ça risque d'être une reconnaissance formelle, comme le furent celles de la Norvège ou de l'Espagne. Ça a été mal fait, en fait. Au début, Emmanuel Macron a édicté des conditions. Alors, le désarmement du Hamas, pas de gouvernance à l'avenir du Hamas, la réforme de l'autorité palestinienne, la libération des otages, et aussi une initiative parallèle, c'est-à-dire que les pays arabes reconnaissent Israël. Mais comme ça n'avançait pas et qu'il a vu que c'était pas possible et que la conférence était déjà prévue, eh bien, il a fait passer des conditions après. Ce qui fait que maintenant, on dit, ce sera mis en œuvre quand les conditions seront appliquées, autant dire à la Saint-Glinglin. Alors, les conséquences, elles peuvent être, je raccourcis un peu, et merci de votre compréhension. Elles peuvent être assez importantes. Une rupture avec Israël, qui est quand même notre grand partenaire, et si Israël va jusqu'à mettre fin à la coopération militaire des renseignements, c'est la France qui sera perdante. Elle sera perdante parce que c'est Israël qui, avec ses centres d'écoute du terrorisme au Moyen-Orient, notamment en Syrie, nous donne énormément d'informations. Benjamin Netanyahou va se déchaîner pour se venger et sans doute annexer la Cisjordanie. Alors en fait, la décision a été précipitée. Emmanuel Macron y pensait depuis longtemps, mais il paraît qu'il a pris sa décision de manière définitive le 13 juin, quand Israël a frappé les installations nucléaires iraniennes. La politique intérieure s'est mélangée à cette décision. Depuis la dissolution, Emmanuel Macron est perdu, il a perdu un peu pied, il veut agir vite, et il n'y a que l'international sur lequel il peut avoir de fortes initiatives. Il a peur de la rue, il a peur des drapeaux palestiniens qui fleurissent partout, et cette initiative lui permet de couper l'herbe sous les pieds de Jean-Luc Mélenchon, qui en avait fait un de ses projets, et aussi de Dominique de Villepin, qui était très attaché à la question. Alors, quelles sont les leçons ? Les leçons c'est que sur la Russie et l'Ukraine, Emmanuel Macron a eu une ligne claire. Je peux pas m'arrêter là. Et il a mis longtemps, mais il a eu une ligne claire. Mais sur le Proche-Orient, il n'a pas de ligne claire. Il a commencé à proposer une coalition anti-Hamas, et puis après, il a demandé qu'on arrête de livrer des armes à Israël. Donc en fait, Emmanuel Macron, sur le Proche-Orient, n'arrive pas à désigner l'ennemi. Israël, au début, est une victime, et puis à la fin, c'est le bourreau, alors qu'en fait, l'ennemi de la France, c'est qui ? C'est l'islamisme radical, et c'est le terrorisme. Alors, je conclus, et en plus, MBS ne sera pas là, officiellement pour des raisons personnelles, mais en fait, peut-être qu'il est furieux. En l'occurrence, Mohamed Ben Salman. Mohamed Ben Salman, le prince héritier saoudien, peut-être qu'il veut se venger de Donald Trump qui n'a pas donné de visa aux Palestiniens, mais peut-être aussi qu'il voit que cette initiative ne sera finalement que symbolique.